Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh est ministre, conseiller spécial du président de la République Macky Sall. Monsieur Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité ces dernières semaines, c'est le chèque que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Mimi Touré, a remis au ministre du Budget. L'opposition crie déjà en demandant que ce chèque soit clarifié. Pour elle, il faut une commission d'enquête parlementaire, une question orale à l'Assemblée nationale pour vérifier la transparence d'où provient cet argent. Que répondez-vous à ça? Mais je vous remercie tout d'abord, Alassane, d'avoir pensé à moi et me donner ainsi l'occasion d'échanger avec les populations sur l'actualité et les différentes questions que vous aurez à me soumettre tout à l'heure. Donc je vous en remercie. Vous savez, l'opposition a une relation d'extériorité par rapport à la situation et s'agrippe sur tout ce qui bouge pour exister. Il est évident que ce qui a été engagé par le gouvernement pour recouvrer le patrimoine national spolié commence à donner des fruits. C'est vrai que 3 milliards par rapport à ce qui est pressenti comme ayant été détourné est peu. Mais 3 milliards, c'est 3 milliards. Et ça peut aider à la prise en charge de certains projets, notamment en direction de l'emploi des jeunes immédiatement. Donc c'est ce que le ministre de la Justice a fait en remettant formellement au Trésor, qui a la responsabilité de la gestion du patrimoine public, un chèque de 3 milliards de francs CFA qui aurait été remis par certains qui sont identifiés ou qui l'ont été comme étant faisant partie de ceux qui ont spolié notre patrimoine commun. Donc c'est clair dans la tête des citoyens sénégalais et ce qui nous importe. Maintenant, le PDS n'a qu'à procéder à une enquête interne dans ses rangs. Probablement, il saura trouver de qui proviendrait cette somme. Mais vraiment, nous, parle de la mise en place d'une commission, d'une question orale à l'Assemblée nationale. Oui, une question orale. Les députés ont le droit d'en poser autant qu'ils veulent. C'est le droit le plus absolu. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais au point de commanditer la constitution d'une commission d'enquête parlementaire au fin de savoir de qui proviendraient ces 3 milliards-là, ça vraiment c'est une chose qu'on exclut totalement parce que c'est sans objet de notre point de vue. Oui, parce qu'il insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, eux, ils disent que personne d'entre eux n'a transigé avec l'État du Sénégal et que le Sénégal a besoin de savoir d'où provient cet argent. D'autres avancent que, comme le journal LAS, que c'est Abba Jaber qui aurait donné 1 milliard par rapport aux impôts ou autres fiscs qui le poursuivraient. À ce niveau-là, s'il est nécessaire de réagir et d'apporter une réponse à ces préoccupations-là, ceux qui sont chargés de gérer la question le feront. Ils sont plus outillés que moi pour répondre sur l'origine de ces 3 milliards-là, ça vient d'Abbas Aber ou de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas habilité à le dire ici. Donc ils interpelleront ceux qui ont la charge de la gestion de ces dossiers-là. Ils sauront répondre, ne vous en méprenez pas. Pourquoi cet argent n'a pas été remis au Trésor? Il a été remis au ministre du Budget en disant qu'il faut le mettre dans l'agence pour la sécurité et l'emploi des jeunes. Non, il a été remis au Trésor parce que le Trésor dépend du ministre du Budget. Donc le ministre de la Justice, son interlocuteur, ce n'est pas le directeur du Trésor, c'est le ministre du Budget, a chargé à lui de la transmettre au niveau de ses services compétents. Oui, vous parlez des biens mal acquis. Depuis pratiquement que Macky Sall l'a installé, il y a eu la traque sur les biens mal acquis. Les Sénégalais estiment qu'il y a eu beaucoup de sommes qui ont été avancées. Est-ce que vous avez fait l'évaluation exactement de l'argent qu'aurait perdu le Sénégal? Il y a des évaluations diverses, provenant d'origines diverses aussi. Il y en a certains qui parlent de plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Où est la bonne évaluation? Attendons la fin des investigations commencées par le gouvernement. On sera fixé sur le montant du patrimoine qui nous a été spolié. Beaucoup de personnes avaient été citées concernant les biens mal acquis. On a vu que Karim Wade fait partie des premières personnes à avoir été mises en prison. Les Sénégalais se demandent, est-ce que la traque des biens mal acquis est terminée ou est-ce qu'elle va se poursuivre? Comment ça va se faire? Elle ne fait que commencer. Ils peuvent être rassurés sur ça.
Oui. Bon, Moussala, il y a aussi aujourd'hui que vous avez fait 1 an au pouvoir, l'opinion, certains disent que les choses ne bougent pas. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas. Dans quel sens? D'abord, il faut préciser un peu le sens de la question. D'abord, apprécions en fonction de ce qui a été hérité. L'état dans lequel Macky Sall a pris la direction du pays devait être connu des populations sénégalaises. Vous avez hérité d'un pays, je me souviens, Macky Sall a été installé le 2 avril 2012. Il a trouvé que 82% du budget de l'année 2012 avait été engagé. Il a trouvé qu'on était à 1 mois de la campagne agricole, rien n'a été préparé. Il a trouvé qu'1 million de Sénégalais étaient menacés de famine. La survie du cheptel aussi menacée. Wade nous avait prévenu en nous disant, si vous ne renouvelez pas mon mandat à la tête du pays, vos salaires ne seraient pas payés, sur 50 et quelques milliards mois. On a trouvé un service mensuel de la dette évalué à 53 milliards de francs CFA. D'ailleurs, on ne sait pas ce à quoi ça a servi, probablement c'est dans des poches. L'école menacée. Souvenons-nous encore qu'il y avait une menace qui pesait sur l'école et certains mauvais esprits avaient même envisagé que cette là serait l'année blanche. Alors, imaginez une situation pareille et dont Macky Sall a hérité en arrivant à la tête du pays et évaluons l'année qui nous sépare du 2 avril 2012 et voyons ce qui a été réalisé. Le pays a été géré du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012, encore une fois, sans disposer de ressources budgétaires, puisque 82% du budget avait été engagé. La campagne agricole a été gérée. 34 milliards ont été mis dans le cadre de la préparation de la campagne agricole. Le cheptel a été sauvé. L'année scolaire a été sauvée. Les salaires ont été payés. Il n'y a pas eu de retard dans le paiement des salaires de la fonction publique. Le service de la dette extérieure a été honoré. Et jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, des choses significatives ont été réalisées. Le coût de la vie a été atténué. Et souvent, on parle seulement de l'impact des prix des denrées sur le coût. C'est vrai que c'est un élément de mesure du coût de la vie, mais ce n'est pas le seul élément de mesure du coût de la vie. Le pouvoir d'achat est un élément de mesure du coût de la vie. Il a été augmenté significativement avec la réduction de la fiscalité sur les salaires. La suspension ou l'annulation des autorisations de pêche que l'ancien régime avait consenti à des armements étrangers qui avaient pillé notre patrimoine halieutique et a ramené le poisson dans le pays de la managère sénégalaise. Donc son coût aussi a été réduit. Donc autant d'éléments qui concourent à la réduction du coût de la vie et on fait souvent état que de la diminution des prix des denrées de première nécessité. Encore que énormément de choses ont été faites à ce niveau-là. Il y a eu 2 diminutions de prix, celle de mars 2012 et celle récente. Si vous faites le cumul des 2 diminutions de prix et du riz et de l'huile et du sucre, sur le riz, le cumul fait 95 francs le kilo. L'huile fait un peu plus de 100 francs le kilo. Donc je crois que c'est des choses qui ont été réalisées au niveau par le gouvernement. Le gouvernement a commencé à mettre en place les éléments constitutifs d'une politique de prise en charge des préoccupations des populations sénégalaises. Parce que c'est vrai, il y a la situation immédiate que nous avons l'obligation de gérer, mais nous avons aussi la responsabilité de mettre en place les instruments pouvant permettre au Sénégal d'avancer et d'avancer dans la bonne direction, c'est-à-dire de créer les conditions pour que les difficultés soient contenues et positivement contenues. Oui, c'est à ça que le gouvernement s'est attelé depuis qu'il est installé. C'est important pour les Sénégalais parce que immédiatement c'est les prix dans les premières nécessités. Vous avez parlé de l'huile, du sucre et du riz. Les Sénégalais disent que c'est vrai, il y a eu des diminutions, mais qu'ils trouvent que ce ne sont pas assez significatives pour peser sur leur vie. Oui, je veux dire que c'est un élément et pas l'élément exclusif qui peut déterminer un peu le rapport au coût de la vie. C'est vrai que quand même il faut accepter que le gouvernement a consenti des efforts significatifs.
pour atténuer la charge de la gestion du quotidien sur le ménage sénégalais. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas le dire, on ne peut pas ne pas l'accepter. Donc je veux dire que, mais c'est pas la seule responsabilité du gouvernement, n'est pas de travailler pour transformer les conditions du moment. C'est sa responsabilité, mais elle est liée à la responsabilité de créer les conditions aussi pour gérer l'avenir à moyen, à long terme du pays. Parce que les problèmes qui sont posés au niveau du pays ne sont pas seulement des problèmes de conjoncture, c'est des problèmes structurels. Le pays a été perverti, son industrie démantelée. Rien de façon significative qui soit porteur de perspectives positives pour le pays n'a été réalisé sous l'ancien régime. Donc la tâche, elle est immense. Et ces exigences-là, on ne peut pas les prendre en charge en se situant sur le court terme exclusivement. Donc je crois que les Sénégalais savent parfaitement que ce dont il s'agit, c'est de travailler à résorber de façon structurelle les difficultés du moment et en pensant effectivement à l'avenir immédiat et lointain du pays. Oui. Et c'est ça que s'attelle le gouvernement. En disant que le pays a été pillé, a été perverti, beaucoup de Sénégalais, certains aussi de l'opposition, demandent quelle est votre part de responsabilité dans ça. Vous et Macky Sall, parce que vous étiez avec Abdoulaye Wade aussi. Oui, mais à des niveaux de responsabilité qui ne font pas de nous les acteurs principaux de ce qui a été fait. Nous sommes dans un régime politique particulier. Nous ne l'aurons pas. Macky Sall a été Premier ministre d'Abdoulaye Wade, c'est une réalité. Mais on est dans un régime politique qui fait du Premier ministre un instrument au service du Président de la République qui définit la politique de la nation. Donc tu appliques ce qui est défini par le Président de la République. Donc à ce niveau-là, la responsabilité première incombe au Président de la République qui a la prérogative constitutionnelle de dire ce qu'il faut faire pour le pays. Donc à ce niveau-là, je crois que le responsable principal qui doit être identifié comme tel, du point de vue de la situation que nous avons héritée en allant au pouvoir, c'est Abdoulaye Wade. Il y a aussi l'emploi des jeunes. Vous avez promis pendant la campagne beaucoup d'emplois aux jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, ces jeunes-là vous demandent où sont les emplois. Mais les conditions sont en train d'être mises en place pour prendre en charge la question liée à l'emploi des jeunes et à l'emploi en général du reste, même principalement l'emploi jeune. Quelles sont les conditions? Mais remettre le pays au travail, réorganiser son tissu industriel. Une commission va être installée par le gouvernement pour étudier l'origine des difficultés au niveau de certaines entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation de difficultés avérées, même fermées. Donc la perspective de la mise en place d'un fonds de soutien à ces entreprises à difficulté est envisagée. C'est une des missions d'ailleurs du FONGIS, hein, d'aider à la recapitalisation de certaines industries qui aujourd'hui sont dans des situations effectivement où préserver l'emploi actuel est même difficile. Donc à porte raison d'envisager la création de nouveaux emplois à partir de ça. Donc ça c'est autant de questions qui aujourd'hui sont en train d'être prises en charge par le gouvernement. Donc je crois qu'à ce niveau-là, le peuple sénégalais peut être rassuré de la volonté manifeste du gouvernement du président Macky Sall et du Premier ministre Abdoulaye Wade d'aller dans le sens de respecter les engagements souscrits et auxquels nous tenons de reste. Parce que le spectacle que les Sénégalais ont vu quand la fonction publique a annoncé qu'ils vont prendre des jeunes pour les employer dans la fonction publique, on a vu des milliers de jeunes venir chercher du travail. Plus de 100 000 jeunes, peut-être il y a 200 000 chaque année sur le marché de l'emploi. Quelle est la stratégie qu'ils ont mise en place pour prendre ces gens en charge? C'est vrai que c'était douloureux de voir tous ces jeunes à l'affût de l'emploi, alors qu'on avait un peu plus de 5 000 emplois à proposer à la jeunesse. Et en dehors de ces 5 000 emplois, 5 500 je crois, proposés à la jeunesse sénégalaise, il y a aussi les emplois qui seront générés par les agences, et en particulier l'Agence nationale de la sécurité de proximité, qui est en cours de constitution, pour lequel d'ailleurs l'argent qui a été récemment remis au ministre du Budget est destiné au financement de la mise en place de l'agence. Donc on va vers la création de 15 000 emplois, et c'est exclusivement des emplois jeunes. Il y a la réhabilitation de l'outil industriel qui est générateur aussi d'emplois. Il y a ce qui est envisagé aussi du point de vue initiative en direction de l'agriculture à travers les SIPA, les sociétés d'intensification de la production agricole, qui d'ailleurs sont en phase expérimentale dans le département de Matam, dans le cadre du programme. C'est des cadres d'expression de la jeunesse sénégalaise et qui
où les jeunes Sénégalais s'organiseront en coopérative, en groupement, et exploiteront à leur niveau propre, sous leur responsabilité propre, comme une entreprise, leur exploitation agricole. Il y a les domaines agricoles communautaires, donc qui sont en phase de matérialisation. Les financements ont été déjà mobilisés, donc qui vont un peu plus loin que les sociétés d'intensification de la production agricole. Donc les deux liés devront à terme générer pas loin de 100 000 emplois au niveau agricole. Il y a les projets qui sont en cours de finalisation avec des partenaires nouveaux comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde, et probablement au-dessus du président de son voyage au Japon aussi, des perspectives nouvelles s'offriront au pays par conséquent à sa jeunesse. Donc il y a autant d'éléments qui concourent à la résolution de cette question-là, qui est une question cruciale, importante, stratégique, qui détermine l'avenir immédiat dans le pays. Et le gouvernement est absolument sensible à cette question et vraiment travaille. Pour relancer l'économie, les économistes disent qu'il y a souvent une politique qu'il faut mettre en place, c'est la politique de grands travaux, des infrastructures. Est-ce que vous avez une politique de grands travaux dans ce pays? Oui, vous savez, il y a eu une discussion récemment sur la question des infrastructures. Vous savez, le Sénégal, ce n'est pas Dakar. C'est Dakar, mais ce n'est pas seulement Dakar. Il y a une partie du territoire national qui ne se sent pas du pays. Vous avez toute la zone du Sénégal est, du côté de Tambacounda, de Bakel, de Kédougou, qui n'a jamais senti la présence de l'État à son niveau. Vous avez la zone nord, notamment allant du côté de Fouta, et la particularité de Fouta à Bakel, qui, quelque part aussi, ne se sent pas du tout concerné par ce qui se fait au Sénégal, ne se sent pas sénégalais. Ils vivent plus à l'heure mauritanienne qu'à l'heure sénégalaise du reste. Alors, donc il faut qu'on rompe avec la tradition qui consiste à percevoir les nécessités que du point de vue de la zone identifiée comme zone sénégalaise, notamment Dakar et ses environs. Il faut penser au Sénégal et au Sénégal tout entier. Et à ce niveau-là, les chantiers qui vont être ouverts, et il y en a un qui a été ouvert d'ailleurs dans le Fouladou, dont les travaux ont été lancés lors du Conseil des ministres délocalisé de Kolda, je ne me souviens plus exactement de la date, il y a à peu près 2 mois, dans le cadre du MCC. Il y a tout ce qui est réalisé dans le cadre de ce même projet américain au niveau du Fouta, en termes d'infrastructures routières, allant de Richard Toll, par exemple, à Djoum, les ponts de désenclavement au niveau de la zone derrière là-haut, Kaskas, etc. Et tout ce qui est en cours de réalisation au niveau du Fouladou. Il y a le nécessaire investissement pour désenclaver certaines localités du pays par rapport au pays. Il y a la zone du Bundu qui est complètement enclavée. Alors, la question est de savoir, devons-nous relier la partie Bundu du reste du Sénégal, ou nous devons-nous créer les conditions pour qu'à l'intérieur de ces départements-là, qu'ils puissent avoir connexion. Aujourd'hui, vous êtes dans le Goudiri, je suis désolé, vous êtes dans le Goudiri, au mois de juin, vous n'avez plus, à l'intérieur d'une communauté rurale, vous ne pouvez pas circuler. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces régions? Mais de faire 1000 km de pistes rurales, avec la mobilisation des populations, d'ailleurs, qui va être générateur d'emploi du reste, appuyé probablement par le génie militaire. Donc un budget a été voté pour ça, au fin de travailler au désenclavement interne de certaines localités qui n'ont jamais fait l'objet de préoccupations de la part des autorités sénégalaises. Le budget a été voté quand? Il est dans le budget en cours, il est dans le budget validé par l'Assemblée nationale, et des éléments complémentaires sont dans la loi rectificative des finances que le gouvernement va soumettre à l'approbation de l'Assemblée nationale sous peu d'ailleurs. Ça commence quand, tout ça? Ça démarre, le Fouladou a démarré, le Fouta a démarré, et là, à l'heure où nous parlons, on est en train de finaliser les études techniques pour démarrer le désenclavement interne des localités éloignées de la zone qui est traditionnellement considérée comme étant la zone sénégalaise. Mais les gens considèrent ces zones comme étant des zones agricoles, à vocation agricole. Vous avez parlé de SIPA, il y a juste une expérience au niveau de Matam, Prodam, mais les autres régions du pays, telles que Diourbel,
telles que la région de Tambacounda, les régions de Kédougou, jusqu'à Bakel. Les jeunes, tous les matins, se mettent dans la rue, ils n'ont rien à faire. Ils ont besoin qu'on leur offre du travail. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc de ce point de vue, l'expérimentation, c'est donner la possibilité d'une meilleure maîtrise du projet, de sa structuration, de son organisation et les perspectives qui s'offrent à lui. Donc je crois que les résultats sont probants. Et c'est 200 millions de financement net participants. 200 millions. Et à l'échelle, pour le moment, la phase expérimentale concerne les départements. Et avant d'être prolongée au niveau des communes rurales. Donc laissons terminer la phase d'expérimentation qui va permettre une évaluation plus fine de ces projets-là et avant leur généralisation au niveau des départements et plus tard au niveau des communes rurales. Il y a l'urgence. Il y a les jeunes qui demandent, l'urgence. Elle est ressentie par... Macky Sall a déjà fait pratiquement 30% de son mandat. Si on considère que les élections qui vont venir, les gens ne vont pas travailler, il y a de l'urgence. On vous attend sur ces questions essentielles. C'est une urgence urgente et nous l'apprécions comme telle. Et soyez convaincus que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour réduire les délais. D'ailleurs, j'invite le gouvernement à travailler davantage, à réduire les délais, donc en augmentant son rythme et ses dépenses, parce qu'effectivement, la situation du pays appelle beaucoup plus d'emphase du gouvernement, notamment sur la prise en charge de la question jeune. Oui, c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Quand on regarde le Conseil des ministres, souvent, on voit le président réitère les décisions qu'il a prises, demande aux gens d'aller beaucoup plus loin. Les gens demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gouvernement ne semble pas être au rythme. Oui, certainement c'est la pression de la situation et des difficultés de la situation sur le gouvernement. C'est probablement des raisons qui expliquent un peu le rythme du gouvernement, mais j'avoue qu'effectivement c'est un rythme qui n'est pas celui attendu de nous, ni celui exigé par la situation. Donc le gouvernement devra travailler à augmenter les cadences et réduire les délais, parce que ce qui est attendu par les populations du gouvernement, et je crois que si le gouvernement est au service des populations, il ne peut pas ne pas faire vite, et c'est sa mission, ce qui est attendu de lui. Et il faut vraiment qu'il aille vite dans la direction de la prise en charge des préoccupations. Mais justement, s'il n'arrive pas le gouvernement à prendre le rythme, aller vite par rapport aux préoccupations des paysans, par rapport aux préoccupations des populations, est-ce qu'il faut changer de gouvernement? Non, pour le moment, la question du changement de gouvernement ne se pose pas à nous. D'ailleurs, moi, je ne suis pas celui qui doit décider du principe ni du moment. Je ne suis pas la personne indiquée pour ça. Quand vous aurez l'occasion d'échanger avec le ministre de la République, vous lui poserez la question. Mais chacun se demande, mais enfin, vous êtes quand même conseiller du président. Mais oui, c'est vrai que je suis conseiller du président, c'est vrai. Mais enfin, la question du gouvernement est une question tout à fait particulière. C'est un gouvernement qui est l'expression d'une gouvernance rassemblée, comme on cherche à le théoriser, qui rassemble, qui réunit des parcours différents, des expériences différentes, des vécus différents, probablement des références politiques et stratégiques qui sont aussi différenciées. C'est la sanction de la volonté populaire exprimée et dans la façon dont elle s'est exprimée le 25 mars. Donc le président Macky Sall ne pouvait pas tenir compte de cette réalité-là. Donc probablement c'est une des raisons qui explique la lourdeur dans sa dynamique, dans son mouvement. Mais enfin, il commence maintenant à être plus en phase avec la mission. Là, il y a des facteurs qui justifient probablement la lenteur aussi du gouvernement dans l'exécution de certaines de ces missions. C'est l'héritage administratif trouvé sur place. J'avoue que je fais partie de ceux qui pensent que nous gagnerons à secouer davantage l'administration parce qu'on ne la sent pas trop à nos côtés. Il y a beaucoup de secteurs où on a eu à gérer dans la période récente des situations qui ne sont pas très éloignées des situations de crise, qui résultent plus du comportement de certains agents de l'administration que de la volonté du gouvernement. Vous avez des illustrations, absolument. Vous avez été élu pour régler ces questions. Aujourd'hui, si le gouvernement n'arrive pas à prendre le rythme, est-ce que le problème qui se pose au fond, ce n'est pas aujourd'hui au niveau de Benno Bokk Yakaar, qui c'est une coalition hétéroclite, où chacun est venu avec son propre vécu, sa propre expérience, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des ministres qui sont dans le gouvernement, qui répondent pratiquement plus par rapport à leur chef de parti qu'au Premier ministre. Non, d'abord, ce que je disais tout à l'heure, que l'administration avait quelquefois un comportement en deçà des besoins et de son obligation d'être au service du pays et du gouvernement du pays. Donc, il faudra qu'on y remédie vite. Je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas attendre. Donc, c'est des questions-là, c'est des questions qu'il faut que le gouvernement gère. Le gouvernement ne peut pas commenter les difficultés auxquelles il est confronté pour agir.
le gouvernement a l'obligation d'agir pour leur apporter des réponses. Et il y a aussi la question du code des marchés. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés à réaliser ces missions dans les délais impartis par la Constitution du fait des obstacles objectifs rencontrés dans la passation des marchés publics. Que rien ne justifie. Vous avez réformé le code des marchés. Justifie. Si c'était une volonté d'assainir la gestion de la commande publique, ce souci est à saluer, il est un souci sain et partagé. Mais si en amont, le gouvernement prend des dispositions comme c'est le cas actuellement, à travers les décisions courageuses du président Macky Sall, en installant l'OFNAC. L'OFNAC, c'est pour ceux qui exercent aujourd'hui. C'est pour eux. Donc ils devront rendre compte de leur gestion demain, si éventuellement il est pressenti que. Alors, récemment, il y a 3 semaines ou 4 semaines, un projet de loi a été soumis au gouvernement sur l'obligation de déclaration de patrimoine pour tous ceux qui exercent une fonction publique. Notamment, tous les membres du gouvernement et tous ceux qui exécutent ou ordonnent l'exécution de budget au départ de leur mission et à la fin de leur mission. Donc si on crée les conditions d'une gestion transparente de la commande publique et des finances publiques en amont, on n'a plus besoin des artifices contenus dans le code des marchés publics. Alors donc, je crois que le gouvernement doit, en ce qui le concerne, prendre l'exacte mesure de l'obstacle que constitue pour la réalisation de nos ambitions dans les délais attendus de nous par les populations et pour apporter les modifications nécessaires de façon à ce qu'on n'ait pas besoin, pour acheter une rame de papier, de subir une procédure de 6 mois. Donc vous allez vers la réforme du code des marchés. J'imagine que le gouvernement qui perçoit que le code des marchés tel qu'il est configuré à l'heure actuelle constitue un des obstacles majeurs pour le respect des engagements dans les délais acceptables, et s'il a conscience, et je sais qu'il a conscience de ça, devra, à mon avis, prendre les dispositions idoines afin de réformer ce qui est perçu comme étant générateur de difficultés dans l'exécution de nos projets et dans la réalisation des ambitions dans les délais qui sont attendus des partenaires. Vous n'avez pas répondu tantôt à ma question concernant le gouvernement constitué de gens qui viennent de partis différents, d'obédiences différentes, peut-être d'options idéologiques différentes. Est-ce que le problème du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas que ces gens-là répondent plus par rapport à leur leader? On a vu avec la démission de Malick Gakou, qui a plus informé Moustapha Niasse que le président. Oui, mais vous savez, hein, le gouvernement est un instrument au service du président de la République. Il y aurait eu impact négatif du gouvernement sur la politique de la nation si il avait la prérogative de la définition de la politique de la nation. Ce n'est pas le cas. Donc, les grandes orientations sont fixées par le président de la République. C'est vrai que dans leur exécution, on attend du gouvernement plus de diligence et d'agressivité, comme la situation l'exige du reste. C'est vrai que dans la prise en charge de certaines orientations définies par le président de la République, c'est vrai qu'il n'y a pas l'agressivité attendue par le gouvernement parce que le rapport à la situation détermine le rythme. Est-ce que la conséquence, c'est de changer le gouvernement? Le rythme est lent. Maintenant, est-ce que ça appelle un changement du gouvernement? C'est une question qui peut être appréciée. Mais je suis, encore une fois, je n'en suis pas à un niveau de responsabilité qui fait de moi celui qui doit apprécier de l'opportunité ou non de changer au gouvernement. Si vous constatez qu'il est lent ce gouvernement, qu'il ne fait pas les choses attendues par les Sénégalais à la mesure des urgences, est-ce que votre analyse personnelle aujourd'hui, c'est de le changer ou pas? Mon analyse personnelle aujourd'hui, c'est de redisposer le gouvernement aux fins de faire ce qui est attendu de lui et de faire vite et de faire bien. En quoi faisant? De façon à ce que les préoccupations du Sénégalais et des Sénégalais soient prises en charge. En quoi faisant? Mais en étant plus agressif, plus prolixe, c'est en faisant ça. Mais est-ce que vous êtes convaincu que certains ministres qui sont dans le gouvernement, ils sont à la hauteur de la tâche? Oui, moi je n'apprécie pas le gouvernement en tant que somme d'individualité. Je parle du gouvernement en tant que groupe
Et la question qui est posée, c'est la question de sa cohérence. Parce que si on appréciait le gouvernement individuellement, effectivement, on aurait pu en dire beaucoup. Est-il cohérent ce gouvernement? Est-ce qu'il est cohérent? Oui, mais la cohérence du gouvernement dépend du président de la République. Ça dépend moins du gouvernement. Donc à ce niveau-là, moi je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale. C'est au niveau des rythmes. Les orientations définies, c'est les orientations qui correspondent aux nécessités. Et elles ne sont pas définies par le gouvernement, elles sont définies par le président de la République. Alors, c'est vrai, ne pas le dire ne serait malhonnête. Le gouvernement est lent. Le gouvernement est lent. Donc, il faut que quand même il se hisse à la hauteur de la mission et des exigences que la situation appelle et de ce que les populations attendent de nous. Je pense que le gouvernement doit travailler davantage, le gouvernement doit augmenter les cadences, doit augmenter ses rythmes, doit réduire les délais. Hein, il y a les questions qui ne peuvent pas attendre. Il y a la question des inondations. La question des inondations, c'est dans un mois. Ça ne peut pas attendre. Donc on ne peut pas être là à tergiverser sur tel appel d'offres a été fait, qu'est-ce qui explique que tel appel d'offres ne l'ait pas encore été. C'est-à-dire que, je veux dire que l'urgence commande d'avoir recours à des procédures d'urgence. Mais on ne peut pas se soumettre à des procédures administratives parce que c'est ça qui se fait, non. Si le gouvernement est là, il faut que le gouvernement soit à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Et pour ça, il faut que le gouvernement soit plus proche du réel et une meilleure lecture de la réalité qu'il cherche à transformer, parce qu'une caractérisation erronée de la réalité que tu vas transformer ne te permet pas de la transformer. Nous sommes pratiquement au mois de juin, les premières pluies ont commencé à tomber, vous parlez tantôt d'inondation. Si vous dites que le gouvernement est là aujourd'hui, les populations qui sont dans les zones qui sont susceptibles d'être inondées, qu'est-ce que vous les rassurez? Non, je n'ai pas dit que le gouvernement était lent sur les inondations. J'ai illustré mon propos par les inondations et le gouvernement s'attelle à endiguer des situations que les Sénégalaises et les Sénégalais ont connues dans les années passées en période d'hivernage. Donc le gouvernement travaille à réduire les conséquences de la pluviométrie sur les populations. Ça, c'est une certitude et je vous assure que le gouvernement le fera dans les délais. On a parlé de gouvernement, les gens parlent aussi de la même chose de l'Assemblée nationale, en disant que l'Assemblée a été mise en place, c'est l'Assemblée Benno Bokk Yakaar, où vous êtes majoritaire. Les gens ne sentent pas de rupture prônée par l'Assemblée nationale. C'est en cours. C'est quand même moins d'1 an de législature. L'Assemblée a été interpellée sur des questions stratégiques majeures qui engagent la vie de la nation, sur la question du budget, sur d'autres et d'autres questions. Je veux dire que donc l'Assemblée précise de plus en plus son mode de fonctionnement, définit de plus en plus ses orientations. Donc soyons patients dans des délais où vous suivez tous les jours les initiatives de notre groupe parlementaire et de son président Moustapha Diakhaté. Donc il n'y a pas un Sénégalais qui doute de sa volonté d'aller dans le sens de la rupture avec ce que nous avons l'habitude de voir. Mais la plupart des questions orales, le constat a été fait, c'est l'opposition qui les pose à l'Assemblée nationale. On ne voit pas le groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale faire des réformes qu'on attend. Oui, mais la question n'est pas de savoir de qui provient. On comprend aisément que le PDS voulant faire l'actualité est prolixe dans la production des questions orales, mais ça c'est secondaire. L'important c'est que l'Assemblée qui est saisie d'une question orale puisse se déterminer. C'est le cas avant-hier où le ministre de l'Éducation nationale, des Forces armées, du budget était présent. Je crois qu'il y a d'autres questions orales qui sont en cours d'élaboration ou l'ont déjà été. Je n'ai pas la programmation de l'activité parlementaire parce que je ne suis pas parlementaire. Mais je veux dire que la question est secondaire de savoir de qui ça vient. Monsieur Saleh, les initiatives qui ont le plus été commentées, c'est pratiquement ce qu'on appelle la révision de la loi Ezzan. Ils disent que les députés ont réactivé la loi Ezzan, comme ils disent, ils refait sur la table qu'il faut revoir la loi Ezzan, revoir la peine de mort au Sénégal. L'opinion estime que peut-être que c'est une façon de masquer les difficultés pour faire régler le problème. Non, j'avoue qu'on est loin de là. Je veux dire que le gouvernement n'a aucune responsabilité par rapport aux initiatives parlementaires. L'Assemblée nationale. Par rapport à l'Assemblée nationale, n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui s'est fait. Un parlementaire qui estime devoir interpeller l'Assemblée sur la loi Ezzan ou sur la peine de mort, mais a tout à fait le droit. Il n'est même pas obligé de passer par le groupe parlementaire pour interpeller l'Assemblée nationale sur une question similaire. Donc,
qu'on restitue aux parlementaires ces prérogatives de parlementaires. Je crois que ça aussi, c'est un élément de démocratie. Donc de ce point de vue-là, loin de nous l'idée de vouloir instrumentaliser les assemblées pour masquer quoi que ce soit. Acceptons le principe de la séparation des pouvoirs et de la prérogative constitutionnellement dévolue aux parlementaires de saisir l'Assemblée sur les questions qui lui semblent être des questions d'intérêt public. Sans présager du contenu de ces deux propositions ou de l'attitude de l'Assemblée nationale par rapport à ces deux propositions-là, chacun peut avoir son opinion sur l'abrogation de la loi Ezzan. Moi, personnellement, j'ai mon opinion dessus. La question de la peine de mort, pareil. Donc, c'est des questions, je pense, qui méritent d'être appréciées et de façon à ce qu'une décision qui soit une décision utile au pays, qui permette au pays d'avancer dans la bonne direction soit prise. La loi Ezzan, pourquoi pas? Si ça permet de réconcilier le Sénégal avec lui-même, parce que quand même des actes... Est-ce que ce n'est pas un épouvantail contre vos adversaires, les libéraux? Pourquoi? Non, vous savez, les libéraux, ce n'est pas notre préoccupation à l'heure actuelle. Vraiment, nous, c'est les préoccupations des Sénégalais, nos préoccupations. Bientôt, c'est les locales. Nous sommes à quelques mois de l'élection locale. Certains se posent des questions sur la solidité de la coalition Benno Bokk Yakaar, puisque certains partis politiques membres de Benno Bokk Yakaar disent localement qu'ils vont aller seuls aux élections. Oui, je veux dire qu'il faut éviter de cristalliser l'attention des Sénégalais sur les menaces qui pèseraient sur la coalition Benno Bokk Yakaar pour les locales. Précisons d'abord une chose. Benno Bokk Yakaar, c'est pour des questions à enjeu politique national. Et nous avons suffisamment fait la preuve de la cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar qui aujourd'hui est ensemble dans la gestion des affaires du pays. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'altération significative de cette cohésion et de cette unité, à part quelques couacs ou tentatives de perturbation qu'on observe ça et là, mais qui n'influent pas de façon significative sur le cours des choses. Donc, préservons ce Benno Bokk Yakaar. Ce Benno Bokk Yakaar, c'est une innovation dans le mode de gouvernance d'un État. Nous n'avons vu dans aucun pays du monde une forme de gouvernance rassemblée qui aura tenu 15 mois aujourd'hui. 15 mois aujourd'hui. Et évitons de cristalliser Benno sur des questions qui ne relèvent pas de sa mission. Les questions de local, c'est des questions de local. C'est vraiment une élection de proximité qui n'est pas seulement l'apanage des partis politiques. C'est un premier test là. C'est l'apanage des partis politiques, c'est l'apanage des mouvements citoyens, c'est l'apanage de personnalités indépendantes dans les différentes localités. Donc, libérons les amis, libérons-nous de Benno Bokk Yakaar le temps des locales et concevons des alliances au niveau de chacune des différentes localités du pays. Ne perturbons pas la cohérence de Benno Bokk Yakaar dont le pays a besoin. Nous nous entendons sur la politique énergétique nationale, nous nous entendons sur quelle politique de santé, quelle politique d'éducation. C'est des questions à enjeu national. Pourquoi perturber ces ententes-là par un désaccord sur la gestion des ordures au niveau de ma localité ou la gestion des compétences transférées au niveau de ma localité par l'État central? Donc, soyons sereins, soyons lucides et soyons raisonnables. Benno Bokk Yakaar, c'est Benno Bokk Yakaar, il tient le coup, il est cohérent, il est uni. Sa mission, il est en train de l'assumer au bénéfice des populations sénégalaises. Et pourtant, les locales, c'est le premier test. C'est le premier test de la solidité de votre coalition, les locales. Les Sénégalais vont dire, est-ce que cette coalition-là a fait quelque chose? Ne subissons pas la pression de ceux qui veulent tester une quelconque cohésion de Benno Bokk Yakaar au niveau de local. Nous, de Benno Bokk Yakaar, nous avons la maturité qui nous permet de comprendre les enjeux, de bien les mesurer et de savoir quelle est la responsabilité de Benno Bokk Yakaar et sur quelles questions elle est interpellée. Donc, écartons Benno Bokk Yakaar des locales. Et concevons, mais chez toi, Alassane Samba, excuse-moi, tu n'es pas d'un parti politique, en tout cas, tu n'es pas connu comme étant un membre d'un parti politique, mais tu peux être intéressé par la gestion à Kanel de ta localité, qui est fondée, qui est légitime. Tu peux concevoir une forme d'alliance avec des originaires de Kanel, avec des formations politiques
qui existent à Canel, avec des mouvements de jeunes, des mouvements citoyens, je ne sais pas, des formes d'organisation dont les populations de la localité se sont dotées pour prendre en charge les questions liées à la gestion de leur terroir. La société civile demande que des candidatures indépendantes soient autorisées. Donc, je veux dire que arrêtons d'apprécier les locales comme des élections politiques. Les locales ne sont pas des élections politiques, c'est des élections locales de proximité. Donc laissons aux éléments de la proximité concevoir comment et sous quelle forme et avec qui aller à ces élections locales. Souvent on apprécie les locales en rapport à 2009. Oui, mais souvent les locales préfigurent ce qui va se passer au niveau national. Parce que c'est là-bas qu'on mesure aussi la politique d'un gouvernement, d'un État. Non, vous savez, on a en mémoire les locales de 2009. C'est vrai, il y a eu une corrélation entre le résultat des locales de 2009 et le résultat des présidentielles de 2012. Hein? Mais les contextes ne sont pas les mêmes. La charge politique des locales de 2009 est donnée par l'instrumentalisation que l'ancien voulait en faire pour positionner celui que tu connais. Donc c'est différent. Donc ce qui a été sanctionné, ce n'est pas une divergence de la gestion de la localité qui a été sanctionnée. Ce qui a été refusé par les populations sénégalaises en mars 2009, c'était le fait de vouloir faire de ces locales-là un tremplin d'accession au pouvoir pour certains. C'est ça qui a politisé le local, c'est l'ancien régime qui avait politisé le local et a été sanctionné d'ailleurs du reste. Donc revenons à ce qui doit être des élections locales. Notre mission, nouveau gouvernement, nouveau pouvoir, c'est de ramener le pays à ses fondamentaux. Hein? Donc sortons de l'agitation politicienne classique qui veut que tout soit politique. Tout n'est pas politique. Mais pourtant, il y a des élections à enjeu politique national, pourtant, il y a des élections à enjeu local. Alors différencions la nature des différentes consultations électorales et donnons à chacun ce qu'il Pourtant, fait. certaines voix s'élèvent au sein de votre parti, de l'APR, en disant que la coalition Benno Bokk Yakaar ne monte pas assez au créneau pour défendre le président de la République. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les locales. Oui, la d'accord. question n'est pas là. Mais c'est une analyse aussi. La question n'est pas là. Vous savez, moi, je pense que les gens ont une compréhension peu parfaite de la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi, j'en sais que parce que je fais partie dans la proximité du président Macky Sall, de ceux qui ont été actifs dans la constitution de Benno Bokk Yakaar entre les deux tours, qui ont été actifs dans la constitution de Macky 2012 avant le premier tour. Donc, j'en sais un peu. Vous savez, quand les gens disent que Benno Bokk Yakaar ne fonctionne pas, c'est vrai, dans la forme classique de fonctionnement d'une coalition, on a l'habitude de voir, on apprécie en fonction de comment Benno Siggil Sénégal fonctionnait par exemple. Toutes les semaines, on avait une réunion de Benno Siggil Sénégal dans le salon du ministre d'État Dansokho, que je salue au passage. C'est ça qui est connu. Mais les contextes, les circonstances, les situations ont changé. On s'adapte aux situations. C'est-à-dire on ne peut pas forcer le destin, on ne peut pas fonctionner. Là, en mai 2013, au moment où nous exerçons le pouvoir, comment on fonctionnait en janvier 2009, où la question était comment faire pour éviter l'instrumentalisation des locales comme tremplin d'accession au pouvoir pour certains. Les situations ne sont pas les mêmes. Donc à chaque situation, sa lecture et ce qu'elle appelle. C'est ça le problème. Ça n'empêche pas, M. le premier organe de Benno Bokk Yakaar qui fonctionne à l'aise, c'est le gouvernement. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la dissonance. Le gouvernement est un organe de Benno Bokk Yakaar. Le gouvernement est principalement constitué par des partis et des mouvements membres de Benno Bokk Yakaar. Donc, mais cela n'empêche pas que certains partis dans Benno Bokk Yakaar aujourd'hui émettent des voix différentes de celles d'autres partis. Je veux parler de Rewmi Idrissa Seck aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire dans ce cas-là, il faut dire Rewmi, il ne faut pas dire certains partis. Rewmi fait partie de Benno Bokk Yakaar. Parce que certains, c'est jamais... Je précise. C'est plutôt pluriel. Je précise, Rewmi Idrissa Seck qui est membre de Benno Bokk Yakaar, jusqu'à la preuve du contraire, mais qui émet sur une voix discordante. Oui, mais ça, c'est la spécificité probablement de l'ancien Premier ministre qui justifie ça. Et son rapport à la situation et la nécessité pour lui de se construire une personnalité politique et de se présenter comme alternative face au président Macky Sall, c'est probablement ça qui justifie ce qu'il fait. Moins la politique du gouvernement, plus pour lui-même. Donc c'est ça la réalité. Pourquoi dans ce cas-là, Benno Bokk Yakaar ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de cette situation? Benno Bokk Yakaar
n'a pas à prendre ses responsabilités vis-à-vis de qui que ce soit. Qui doit la prendre? La question, elle est simple. La question, elle est simple. Je veux dire que y a un organe qui co-gère le pays sous la présence de Macky Sall. On y est. Il fait bien, il ne fait pas bien. Se respecter soi-même est le point de départ du respect des autres. Ça veut dire que tu évalues avec les autres ce que vous avez conscientiellement convenu de faire. L'irrespect de soi commence par être engagé dans ce qu'il faut faire. On le fait, tu t'en démarques et tu l'attaques. Alors, c'est à cette personne-là d'assumer ses choix. Ce n'est pas à nous de le pousser vers la sortie sous quelque forme que ce soit. La question ne se pose pas ainsi. Si Rewmi pense que la politique menée par le gouvernement est une politique qui est contraire aux attentes du peuple sénégalais, il est légitime que Rewmi pose des actes de défiance vis-à-vis de ce gouvernement porte d'une politique qui ne correspond pas à ce qui est attendu par le peuple sénégalais et s'en démarque. Donc ça, c'est la responsabilité de Rewmi qui est engagée, pas la nôtre. Mais vous aussi. Parce que pour le moment, nous apprécions ce que fait Rewmi comme étant un épiphénomène, sans impact sur l'activité gouvernementale, sans impact sur la configuration de la situation politique, donc qui ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que c'est le rapport de Rewmi aux populations qui explique ça. Si le rapport de Rewmi aux populations était à peu près le même que le rapport de l'Alliance pour la République aux populations, c'est vrai que la situation aurait bougé dans le sens d'une configuration qui lui soit favorable. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est des agissements sans prise. Je termine. Il y a même des membres de votre parti qui émettent sur je termine. C'est des agissements sans prise sur le réel, sans influence sur le cours des événements. Comment voulez-vous que nous nous préoccupons d'actes qui sont sans conséquence sur la configuration de la situation sur laquelle on agit? Donc, à ce niveau-là, nous sommes un problème particulier. Même au sein de l'APR, il y a des dissonances. Aujourd'hui, Alioune Badara Cissé semble peut-être sur certaines questions ne pas partager la ligne. Oui, mais attendons qu'Alioune Badara Cissé le dise. On ne peut pas, vous ne pouvez pas m'entraîner sur un terrain moi je ne connais pas, honnêtement, je ne sais pas sur quelle position Alioune Badara Cissé est à l'heure actuelle, honnêtement. Il est dans votre parti ou pas? Il est dans notre parti, bien entendu. Alioune Badara Cissé est encore aujourd'hui le coordinateur national de notre parti. Alors, je n'ai pas entendu Alioune Badara Cissé émettre une orientation politique antagonique, contradictoire par rapport à celle qui est du parti, qui est l'orientation officielle du parti. Maintenant, on peut avoir une appréciation de l'orientation politique du parti qui ne l'altère pas. Donc à ce niveau-là, c'est la démocratie qui est actionnée. Donc moi, je ne peux pas, encore une fois, me mettre à faire face à mon frère Alioune Badara Cissé sur des positions qu'on lui prête et que je ne l'ai jamais entendu exprimer. Et le jour où je l'entendrai les exprimer, je me déterminerai. Le 16 juin, certaines annoncent qu'Abdoulaye Wade va revenir au Sénégal pour participer à la marche que le Parti démocrate sénégalais veut organiser quand Barack Obama sera là. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Mais le président Abdoulaye Wade est citoyen sénégalais, comme vous et moi. Il a le droit de fouler son sol quand il en a envie. Et moi, personnellement, je serais charmé je serais content de le revoir au Sénégal. Donc, c'est une personnalité politique marquante de la vie politique de notre pays. Il y a joué un grand rôle. Ce n'est pas les impairs résultants de sa gestion du pouvoir qui me feront changer d'avis sur la personnalité du président Abdoulaye Wade. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème particulier que ça va me poser à mon niveau, y compris au niveau de ceux avec lesquels je suis d'ailleurs en politique. Donc, pourtant, à ce niveau-là, cette visite est prise avec beaucoup d'appréhension parce que les gens disent que le Parti démocrate sénégalais reprend du poids de la bête. Ils ont fait 2 marches qui ont été quand même des marches réussies. Non, le problème de Benno Bokk Yakaar est ailleurs.
ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes en partie responsables de la situation que nous vivons à l'heure où nous parlons. Pourquoi? L'espace politique est une. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois espaces politiques. Il y a une. Elle est nationale, elle est sectorielle, mais c'est un ensemble. Il faut qu'elle soit occupée. Si la mouvance présidentielle s'écarte de l'obligation d'occuper l'espace politique, mais il faut qu'elle en veuille à elle-même si d'autres l'occupent. Le PDS occupe l'espace que nous aurions dû occuper. Vous reconnaissez donc que ça ne marche pas? Nous ne l'occupons pas. Vous reconnaissez que ça ne marche pas? Donc c'est de notre responsabilité. Donc ça ne marche pas? Donc c'est de notre responsabilité. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi nous avons manqué à l'obligation d'occuper l'espace politique et de porter auprès des populations la politique du gouvernement qui, sur des questions essentielles, va dans le sens de la satisfaction des préoccupations de la population. Aller vers elle, leur expliquer ce que nous faisons, leur expliquer pourquoi ce que nous avons promis tarde à arriver, qu'est-ce qui l'explique, qu'est-ce qui le justifie, renouer le contact avec les populations, renouer avec l'animation politique, renouer avec la présence politique, y compris via les médias, faire ce que nous faisions avant d'accéder au pouvoir et qui nous a permis de venir. Mais est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que les gens au Sénégal, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils coupent le lien avec les populations, ils deviennent autres, ils changent complètement? Non, probablement, j'en suis pas là dans ma réflexion. Moi, j'essaie de comprendre un peu les facteurs qui justifient la situation de léthargie apparente de nos formations politiques. Si ceux qui vous ont élu avoir contact avec vous, parler, discuter avec vous, il y a je dis que c'est une phase donc qu'on peut comprendre le changement de statut du parti, qui passe du parti d'opposition en parti qui a la responsabilité de la gestion du pouvoir, le discours qui doit s'adapter à la situation. Vous êtes devenu des Sénégalais d'en haut? Non, à la situation nouvelle, non, c'est pas ça. Hein. Je ferai si à l'obligation de rendre compte de ce qu'on fait. Donc l'adaptation à ces situations-là est souvent difficile pour un parti jeune qui n'a eu que 3 ans et quelques avant en accédant au pouvoir. Donc non organisé, non structuré, non corrélé politiquement autour d'un socle politique minimum, programmatique minimum. Mais c'est un parti qui a été construit autour d'une personne qui a incarné un idéal partagé. Donc, vous savez, l'Alliance pour la République a une histoire qui lui est particulière. C'est une histoire pas truc, mais quand même c'est une histoire riche. Historiquement, on n'a jamais vu un parti qui occupe le pouvoir après 3 ans d'existence, historiquement. Alors, historiquement, on n'a jamais vu un parti arriver à ce niveau de responsabilité sans avoir recours à des principes de fonctionnement et d'organisation comme le centralisme démocratique, etc. C'est une dynamique qu'on a laissé éclore, c'est des synergies qu'on a libérées, c'est un move. C'est dans une localité du pays, tu vois, 3 groupes qui se réclament chacun de l'Alliance pour la République, ils ne travaillent pas ensemble. Au lieu de forcer le destin en leur imposant d'être ensemble, en étouffant les énergies, on les a laissés chacun se mouvoir dans son espace propre. Donc je veux dire que c'est cela l'affaire qui a conduit Macky Sall à la tête du pays. Maintenant, cette affaire-là gère un État dans une situation tendue, difficile, où le fardeau hérité est lourd. Maintenant, à nous, les responsables de l'Alliance pour la République, de travailler à adapter le parti à sa situation nouvelle et aux exigences nouvelles qui résultent de la situation nouvelle. À l'organiser davantage, à le structurer davantage, à repréciser ses missions d'aujourd'hui. Et nous y travaillons. Je vous assure, Alassane, que sous peu, vous verrez l'Alliance pour la République redevenir ce qu'elle était avant et s'adapter à ses obligations du moment. Je vous en donne ma parole. Mahmoud Saleh, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Mahmoud Saleh est conseiller spécial du président de la République. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Questions directes. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis, à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci au Terroubi de nous avoir accueillis dans ce jardin. Au revoir.